Chacun de nous peut changer le monde, même s'il n'a aucun pouvoir, même s'il n'a pas la moindre importance. Chacun de nous peut changer le monde. C'est extrait d'une citation de M. Václav Havel, écrite après la chute du mur de Berlin en 1989. Alors à vous qui pouvez changer le monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau direct en liaison avec Pierre Larouturou, qui se trouve toujours au Parlement européen et qui a entamé une grève de la faim, voilà 4 jours, grève de la faim, pour faire pression, continuer à faire pression, pour que passe enfin la taxe sur les transactions financières. Alors Pierre, est-ce que tu peux nous rappeler ce que nous pouvons et surtout ce que nous voulons changer ? Mais on est d'un moment, d'abord bonsoir à tous et à toutes, on est d'un moment crucial parce qu'on est en train de négocier entre le Parlement européen et les chefs d'État, Merkel, Macron et les autres, on est en train de négocier le budget de l'Europe pour les 7 prochaines années. Est-ce qu'on met de l'argent sur le climat pendant 7 ans? Est-ce qu'on met de l'argent pour la recherche? Est-ce qu'on met de l'argent pour aider les hôpitaux? Dans tous les pays, c'est chaque année qu'il y a un débat sur le budget. C'est chaque année qu'on peut faire une réforme fiscale. Mais au niveau européen, c'est très bizarre. Ce qu'on est en train de négocier, c'est pour les 7 ans qui viennent. Et si j'ai fait une grève de la faim, alors que je suis rapporteur du budget, il y a peut-être des gens qui ne me connaissent pas, vous êtes les bienvenus. Je suis député européen depuis 1 an. Avant, j'étais activiste sur les questions sociales et sur le climat. Et on m'a demandé d'être rapporteur général du budget. Chaque année, il y a une ou un député à qui on confie cette grosse responsabilité d'être celui ou celle qui négocie tout le budget de l'Europe au nom du Parlement avec les chefs d'État, qu'on appelle le Conseil. Les 27 chefs d'État, c'est le Conseil. Et on est d'un moment crucial. On n'a plus que 2 semaines. Il nous avait dit qu'on finirait le 30 septembre, puis le 15 octobre, maintenant le 6 novembre ou le 9 novembre, au plus tard le 9 novembre. L'ambassadeur d'Allemagne nous a dit qu'on commençait à les énerver. On n'a plus que 15 jours pour débloquer la situation, parce que pour le moment, le budget est vraiment scandaleux. Ils ont complètement supprimé, les chefs d'État ont complètement supprimé, pour faire des économies, le programme de l'Europe pour la santé. Ils ont coupé 19 milliards dans la recherche. Et sur le climat, la Commission européenne elle-même dit qu'il faudrait 600 milliards chaque année, 600 milliards publics et privés pour gagner la bataille du climat, isoler les maisons, faire des transports en commun, développer un autre modèle d'agriculture. Il faudrait 600 milliards. Et pour le moment, ce qui est clair, c'est 1,5 milliard avec peut-être une évaluation d'autres budgets, mais c'est très pipeau. Donc on est d'un moment clé. Et pour débloquer la négociation, le Parlement européen dit on a bien compris que la France, l'Allemagne ne veulent pas mettre de sous, d'argent en plus. Mais donc pour trouver plus d'argent sans taxer les citoyens, il faut taxer un peu la spéculation. Il faut faire payer ceux qui ne payent jamais. Donc derrière moi, vous avez une photo. C'est pas juste moi. Au début, j'étais en mars-avril, j'étais un peu seul. Mais en parlant, en réfléchissant avec d'autres, on a eu un vote à presque 70%. Et des 4 groupes principaux, ou 5 groupes, il y a des députés de 5 groupes politiques qui disent il est temps de taxer la spéculation. Avec une petite taxe à 0,1%, 0,1, on aurait 50 milliards chaque année sur la table. Et si on a 50 milliards de plus chaque année sur la table sans taxer les citoyens, on peut aider les hôpitaux, on peut mettre le paquet sur la recherche, on peut mettre le paquet sur le climat. Et donc voilà notre priorité, c'est le combat pour les 3 semaines qui viennent. Et ce qui me rend optimiste, c'est de voir la diversité des réseaux. Là, j'ai éteint le téléphone, mais tous les quarts d'heure. Hier, on avait en même temps, on avait Gilles Simeoni, qui est le président de la Corse. Demain, on aura Gaël Giraud. Après-demain, Nicolas Hulot. Lundi, c'est Nicolas Hulot et Edgar Morin qui seront avec nous par Internet. Tout à l'heure, c'était Dominique Méda qui me disait comment elle pouvait aider. On a plein de réseaux très, très différents. Des gens de droite, de gauche. Demain, il y a des chefs d'entreprise qui viendront devant le Parlement européen. Ils nous ont contactés avant-hier pour dire on est des chefs d'entreprise et on aimerait montrer qu'on soutient Pierre et qu'on soutient l'idée de taxer la spéculation. Voilà, donc il y a plein de gens qui veulent nous soutenir. Il faut amplifier ce mouvement dans les 15 jours qui viennent. Et encore de très chouettes invités ce soir, Pierre, avec Karl Falkenberg, avec Saïd El-Fenir, avec Pauline Chauvier, avec Benoît Biteau. Et donc ensemble, on pourra vraiment aborder les différents volets qui nous préoccupent, qui nous occupent, à savoir le climat, l'emploi et la santé. Et puis aussi, à force de réitérer ces appels à la créativité, eh bien, ce combat, il a inspiré un dessinateur. Il s'appelle Valentin Delieu, son pseudo c'est Val Petit Dessin et je vous propose de découvrir le dessin ici à l'écran réalisé par Val Petit Dessin. Donc ces appels aussi à la créativité, de ne pas hésiter à réaliser des petits contenus vidéo ou autres comme ici un dessin, eh bien ça permet aussi de faire rayonner ce combat et en espérant qu'il arrive évidemment aux oreilles et aux oreilles des dirigeants européens qui continuent en fait à bloquer. Et je pense en particulier au président Emmanuel Macron, qu'on continue à inviter aussi dans ces lives. Alors, premier invité ce soir, Pierre, c'est Karl Falkenberg. Karl Falkenberg, que tu connais. Est-ce que tu peux présenter Karl en quelques mots avant de l'accueillir? Karl, il va se présenter lui-même. Il est, parmi ses grandes qualités, il est l'ancien directeur général de l'environnement
au sein de la Commission européenne. C'est un de ceux qui porte la question du climat, de la biodiversité depuis très longtemps. Il y a une époque où la Commission européenne n'était pas très sensible à ces questions et Karl est un de ceux qui a convaincu les gens qu'il fallait vraiment prendre au sérieux la question du climat et de l'emploi. Il y a un an, il était dans le groupe d'experts qui a rendu un rapport à Angela Merkel pour dire voilà ce que devrait faire l'Allemagne pour réussir le développement durable. Et je crois que c'est devenu un ami. Ça fait 4 ans ou 5 ans qu'il m'aide à réfléchir. Et à force de réfléchir ensemble et parfois de boire un petit coup de vin rouge, parce qu'il aime beaucoup la France et le vin rouge et faire du vélo en France. Voilà, donc c'est un plaisir de te retrouver, Karl. Et merci pour tout ce que tu nous as apporté depuis des années, quand on travaillait déjà avec Jean Jouzel, avec Philippe Maystadt, pour construire l'idée du pacte climat. Donc je te laisse la parole. Bonsoir Karl, bienvenue. Bonsoir Pierre, bonsoir tout le monde. C'est un honneur, c'est un plaisir d'être là avec vous ce soir. Je regrette un peu que l'approche rationnelle de ces questions apparemment n'est pas suffisamment intéressante pour les médias et que Pierre doive recourir à cette grève de la faim pour avoir une audience et une écoute plus large. Moi, je soutiens très largement les idées que Pierre développe. Ton dernier livre, Pierre, aujourd'hui, La raison se révolte, tu mets l'attention sur des questions tout à fait réelles. Nous savons qu'au-delà des promesses politiques que nous entendons de tous les côtés aujourd'hui sur un Green Deal européen, sur une autre façon de regarder nos sociétés, de prendre en compte les aspects non seulement économiques, mais aussi sociaux et environnementaux. Beaucoup de paroles sur ces questions, mais nous savons tous que pour vraiment changer nos sociétés, notre façon de produire, notre façon de consommer, il va falloir des moyens. Et ça fait un moment que j'explique aussi que le test, le litmus test de ces déclarations sera dans la finance. Et malheureusement, je perçois comme toi, Pierre, que nous n'avons pas vraiment le courage de nos idées. Un peu en différence par rapport à toi, je crois que derrière tout ça, il y a quand même des familles politiques et des idéologies politiques qui divisent les majorités possibles au sein de parlements, que ce soit le Parlement européen, que ce soit des parlements nationaux, et donc finalement ceux qui siègent au Conseil des ministres ou des chefs d'État à Bruxelles. Mais dans nos démocraties, il va falloir que ces institutions, que ces représentants acceptent de mettre les moyens financiers là où ils prêchent. L'Europe se veut être leader en respectant l'environnement, que ce soit le climat, que ce soit la biodiversité, que ce soit la qualité de l'air dans nos villes, que ce soit la qualité de nos rivières, de notre eau potable. Il y a plein de questions que nous devons traiter autrement, mais ça demandera un changement et ce changement demandera un financement. Et je suis très déçu. J'ai suivi les discussions sur la réforme de la PAC. On va encore maintenir la grosse majorité des dépenses européennes pour les plus grandes entreprises agricoles. C'est-à-dire, on soutient ceux qui déjà ont le maximum de revenus et on laisse de côté ceux qui, socialement et environnementalement, seraient prêts à changer et seraient prêts à travailler de façon plus durable. Je le regrette de tout mon cœur et je trouve
ton insistance sur la taxe de transactions financières totalement justifiée. Tu as absolument raison. Ça fait presque 10 ans que concrètement, les gouvernements des 27 États membres discutent de ces questions et on ne voit pas venir la fin. Et je pense que tu as raison de mettre le doigt sur cette question en essayant de dire si on taxe tout, si on taxe la baguette du simple consommateur, mais que les transactions des grands investisseurs et en large partie, il faut le dire, spéculatives, des transferts financiers spéculatifs, si on ne taxe pas tout ça, d'abord on continuera à avoir pesé une énorme menace sur tout notre système parce que cette spéculation va nous éclater à la figure un de ces jours. Comme d'habitude, les bulles, elles ont toutes tendance à exploser un jour. Mais en plus, c'est une injustice sociale, c'est une injustice tout simplement. Pourquoi le citoyen normal doit payer chaque consommation qu'il fait, mais un investisseur a le droit de passer sans rien et de bouger des capitaux importants à travers des frontières sans y réfléchir, simplement au regard, au plaisir d'un algorithme qui décide sur des fractions de secondes où placer de l'argent. Je pense que c'est absolument nécessaire de mettre un frein à tout cela et réserver cet argent à la transformation climatique, à la transformation pour une société plus durable. Je pense que c'est une approche qui mérite tous nos efforts et toute notre attention. Donc, je te souhaite bon courage. J'espère que tu tiendras bon. J'espère que surtout physiquement aussi, tu tiendras bon. J'ai pas envie de lire dans les prochains jours que tu vas mal. J'espère que tout ça attirera suffisamment d'attention pour effectivement contribuer à un résultat que beaucoup d'Européens attendent avec beaucoup d'attention, mais qui jusqu'à présent n'est pas allé au-delà des bonnes promesses. Mais des bonnes promesses ne vont pas nous résoudre les problèmes climatiques, ne vont pas arrêter les pertes de biodiversité, ne vont pas améliorer la qualité de l'air ambiant dans nos grandes villes et ne va rien faire pour que nos rivières continuent à être en état de prélever de l'eau pour consommation humaine. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup, Karl. Et alors, dans le prolongement, et c'est une question peut-être plus à Pierre, hein, ça m'inspire la question d'une personne qui nous suit, qui s'appelle François de Liège, et qui demande, mais concrètement, comment ce mécanisme de la taxe sur les transactions financières, comment ce mécanisme va-t-il être mis en place? Donc, d'un point de vue un petit peu plus technique, Pierre. Merci Pierre. On est deux Pierre des deux côtés de la caméra. D'abord, je voudrais répondre à Karl, le rassurer. Il y a plein de gens qui me demandent comment ça va physiquement. Je vous rassure, je suis très costaud. Je suis même un peu grassouillé, comme un bon basco-berné bien nourri depuis 50 ans. J'ai déjà fait, le médecin du Parlement européen est très inquiet. C'est la première fois qu'il y a un député qui fait grève de la faim, le rapporteur général du budget. Donc, elle n'a pas envie que je meure dans les locaux du Parlement. Donc, j'ai déjà fait 2 électrocardiogrammes en 4 jours et je bois de l'eau. Vous voyez, je passe mon temps à boire de l'eau et elle m'a demandé de mettre des sels minéraux pour pas que mon potassium s'effondre. Le seul risque, si je fais la grève de la faim pendant 2 semaines ou 3 semaines, a priori, le seul risque, c'est que le potassium s'effondre. Et donc, je bois de l'eau et je mets des sels minéraux et ça va très bien. Voilà, je suis un tout petit peu fatigué, mais vraiment rien de grave. Ce que tu disais, Karl, il y a besoin effectivement de financement. Si on veut gagner la bataille de la santé, j'ai encore eu ce matin un médecin pour vérifier effectivement que je prenais aucun risque. Il est dans un hôpital à Paris, il n'en peut plus. Ils n'en peuvent plus. Déjà, les urgences à Paris et dans d'autres pays étaient en grève il y a 1 an avant le virus
Il y avait déjà des grèves qui disaient c'est plus possible. Ça fait 20 ans qu'on a coupé il fallait faire plus avec moins. Hier soir, on a avec nous Pablo, qui était syndicaliste du secteur de la santé. Il dit ça fait 20 ans que l'idéologie libérale dit qu'il faut faire plus, accompagner plus de malades, soigner plus de malades, même des maladies plus compliquées, les soigner mieux avec moins d'argent. Ça fait 20 ans qu'on tire sur la corde et déjà il y a un an dans plusieurs pays, les médecins, les infirmières, les aides-soignants disent ça n'est plus possible, on est aux limites, on est crevé, on est au burn-out. Est-ce que vous voulez qu'il y ait autant de suicides chez les infirmières ou chez les médecins que chez les paysans? Ce n'est pas la solution. Et là, maintenant, avec le virus, c'est vraiment, je ne sais pas comment ils font pour tenir. Donc, avant-hier, j'étais à la manif devant le Conseil et devant la Commission. J'étais allé à la manifestation des personnels soignants et j'aurais d'abord dit merci. Merci depuis 20 ans de tenir et merci depuis 6 mois de tenir. Donc, c'est pour eux qu'on se bat, mais rassurez-vous, moi, je suis tout à fait solide. Donc, on veut de l'argent pour la santé, on veut de l'argent pour le climat. Tu es spécialiste des questions de climat et de biodiversité. Si on veut isoler toutes les maisons en Europe, si on veut faire des transports en commun partout, si on veut aider les agriculteurs à se transformer, il y a plein d'agriculteurs qui en ont marre de ce système. Il y a 18 mois, j'étais invité pour le grand événement de rentrée des jeunes agriculteurs, le syndicat des jeunes agriculteurs en France, et le jeune agriculteur qui animait le débat disait en 10 ans, tout a changé. Ce débat, que peut faire l'Europe pour le climat, était inimaginable il y a 10 ans. Il y a 10 ans, la plupart des paysans étaient climato-sceptiques, mais on a eu tellement de canicules, on a tellement manqué d'eau, ou au contraire, quand l'eau arrive, elle arrive tellement violemment qu'elle fait des ravages. Il disait, il n'y a plus aucun paysan qui est climato-sceptique. La question est de savoir comment on nous aide pour évoluer dans le temps. Un paysan qui va arrêter de mettre des produits chimiques dans sa terre, au bout de 3 ou 4 ans, la terre aura trouvé sa fertilité, l'humus se sera redéveloppé, mais pendant 3 ou 4 ans, il faut l'aider financièrement, il a besoin d'aide pour nourrir sa famille. Si on lui demande, au lieu de mettre son lisier, les détritus, le purin des vaches et des cochons, au lieu de mettre dans la nappe phréatique, que ça pollue la nappe phréatique et l'atmosphère, maintenant, la plupart des paysans savent que le biogaz est une bonne solution, ça n'explose pas, on peut vendre le gaz. Mais il me disait, l'investissement pour faire du biogaz, c'est 500 000 euros. La plupart des paysans n'arrivent même pas à se payer le SMIC à 1 000 euros. Donc, si on leur demande de mettre 500 000 sur l'Europe, ils disaient ça devant des 200 ou 300 paysans, il y a des aides de l'Europe, au moins pour payer ce qu'on propose, qu'au moins la moitié de la facture soit payée par l'Europe, eh bien, il disait, on va se mettre avec 2 ou 3 collègues, 2 ou 3 fermes, et on fera du biogaz. On ne va pas polluer la nappe phréatique, on ne va pas polluer l'atmosphère, on va créer 2 ou 3 emplois, et ça nous fait des ressources. Donc, il disait, on a compris maintenant, les agriculteurs, on a compris, on en a marre aussi de se bouffer des pesticides, on en a marre dans nos familles, on se fait engueuler parce qu'on fait une agriculture qui n'est pas durable, il faut qu'on nous aide. Donc pour tout ça, il faut de l'argent, et c'est pour ça que déjà avant d'être député, j'étais dans la rue, je suis venu à plusieurs manifestations à Bruxelles, j'étais activiste avec Jean Jouzel, on avait proposé avec Anne Essel, on avait proposé un pacte climat en disant quand la Banque Centrale Européenne crée 2600 milliards d'euros en 3 ans, qu'on ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour le climat. Quand les profits explosent, il y a quelque chose d'obscène. Il y a quelque chose d'obscène à dire qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, pas d'argent pour le climat, pas d'argent pour l'emploi. Donc, les marchés financiers sont à un niveau jamais vu. Donc, tu l'as dit, Karl, l'idée de la taxe de transaction financière, c'est sur la table techniquement depuis 9 ans, depuis septembre 2011. J'ai eu tout à l'heure des gens d'Attaque en France qui me disent c'est super, ça fait 20 ans qu'on milite, on a l'impression que peut-être maintenant on va y arriver. Il y en a qui ont réfléchi depuis 20 ans, c'est un prix Nobel. La taxe Tobin, ça vient du nom du prix Nobel James Tobin qui l'avait proposé. Mais techniquement, c'est sur la table depuis septembre 2011. Voilà les 31 pages de la directive proposée par la Commission européenne par M. Barroso. Barroso, ce n'est pas l'extrême gauche, c'est un Premier ministre du Portugal libéral et qui depuis est parti chez Goldman Sachs. Mais en 2010, il y avait eu un mouvement citoyen très fort. C'est pour dire que les citoyens peuvent avoir une influence décisive. En 2010, il y avait plein d'associations, plein d'ONG, plein d'intellectuels, plein de syndicats qui avaient fait campagne en disant on peut taxer un peu la spéculation à 0,1%. Et le mouvement avait été tellement puissant que la Commission européenne avait été obligée de proposer la directive. Et depuis, il y a eu 1200 pages de l'étude d'impact. Voilà, avant-hier, j'étais en négociation officielle comme rapporteur du budget avec la ministre allemande. Et je lui ai dit, écoutez, Bettina Godorn, quand vous nous dites qu'il faut réfléchir, je lui ai montré, ce n'est pas très écolo, mais j'ai imprimé les 1200 pages de l'étude d'impact en disant la TTF, la taxe sur les transactions financières, c'est possible, c'est juste une question de volonté politique. Et là, Karl, tu me dis que je suis peut-être trop optimiste ou un peu trop naïf quand je dis qu'on peut avoir un consensus large. Je ne pense pas qu'on aura 100%. Je suis naïf, mais pas totalement, je te rassure. J'ai réussi au sein du Parlement à avoir un rassemblement incroyable. On a y compris des gens qui étaient aussi il y a 5 ans, des députés qui étaient aussi il y a 5 ans. Ils posent maintenant avec la pancarte. Guy Verhofstadt, c'est l'ancien Premier ministre belge. Luis Garicano, c'est le chef des libéraux espagnols. Et parce que depuis 6 mois, on les rencontre. C'est le but au Parlement européen. On est obligé de dialoguer, sinon on est bloqué. Donc j'ai eu 3 rendez-vous de travail. Et à la fin, ça devient convivial avec Luis Garicano, qui est le chef des libéraux espagnols. Et maintenant, il était d'accord. Alors qu'au mois de mars, il était pas du tout d'accord. Mais oui, ça bloque. Oui, il y a un lobby bancaire qui bloque. Si on prend 50 milliards, si on
prend 50 milliards, on va les prendre à quelques-uns. Les grands traders, ils ont des bonus de 80 millions chaque année, 120 millions, voilà. Et bien effectivement, si on leur prend une taxe sur les transactions financières, ils ne vont pas gagner 80 millions de bonus. Voilà. Peut-être qu'ils gagneront juste 3 millions de bonus, mais peut-être qu'ils arriveront à vivre avec 3 millions. Il y a beaucoup de gens qui vivent très bien avec pas 3 millions de bonus. Donc il faut qu'on fasse des choix. On ne peut pas maintenant respecter la liberté des traders et respecter la liberté de ceux qui vivront dans 10 ans. Si le climat part en vrille, ils n'auront aucune liberté. Ceux qui vivront dans 10 ans, dans 20 ans, n'auront aucune liberté réelle ou vivront dans des conditions pénibles. Et ça se décide maintenant, parce que s'il n'y a pas d'argent pendant 7 ans pour le climat, c'est foutu, ça part en vrille. Donc oui, il y a des lobbies qui bloquent, et c'est pas, j'en ai la preuve qu'on a sorti dans Mediapart il y a 2 semaines. C'est un haut fonctionnaire qui m'a donné ça discrètement. Il n'a même pas voulu m'envoyer de mail pour pas qu'on puisse tracer la source. Il est venu près de chez moi dans un café pour me donner. Mais ce monsieur m'a donné la lettre du ministre autrichien des Finances, le ministre autrichien des Finances, qui a fait un courrier pour dire que oui, il faut trouver de l'argent et que l'Autriche propose de relancer la négociation sur la taxe sur la spéculation en partant du projet de 2011, la vraie taxe sur les transactions. Et il dit, le projet qui est actuellement sur la table à la demande de la France amène à ce que seulement 1% des transactions soient taxées. Il le met noir sur blanc. Dans le projet actuel, 99% des transactions ne seraient pas taxées. Et il dit, dans ces conditions-là, si c'est le projet français qui l'emporte, l'Autriche se retire de la négociation. Donc l'autre jour, un ministre du gouvernement d'Emmanuel Macron m'a dit que je commençais à les énerver un peu, mais voilà, moi je déteste le mensonge. Ça fait depuis le mois de juillet que je dialogue, depuis le mois de décembre, je dialogue avec des ministres à Berlin. C'est mon job de rapporteur général du budget. Mais c'est depuis le mois de juillet que le Parlement dit il n'y aura pas d'accord, on n'arrivera pas à se mettre d'accord s'il n'y a pas une avancée sur les ressources propres. Et depuis le mois de juillet, qu'il y a des ministres du gouvernement français qui me disent qu'ils sont d'accord avec nous, mais qu'ils essaient de faire bouger le gouvernement. Et là, c'est vraiment la preuve que c'est le gouvernement français qui est le porte-parole du lobby bancaire. Donc je redemande à Emmanuel Macron, j'ai encore eu un de ses conseillers qui m'a appelé il y a 4 jours, quand France Inter a dit que j'étais en grève de la faim, j'ai eu un appel de l'Élysée. Ils m'ont dit qu'on allait avancer, qu'on va avancer, prends soin de ta santé. Ma santé va très bien, mais la planète va très mal, les hôpitaux vont très mal. Donc, je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de ma santé, ça, je suis assez grand pour le faire. J'aimerais qu'Emmanuel Macron bouge. Angela Merkel, tu as rendu un rapport à Angela Merkel il y a 1 an ou 18 mois sur le développement durable. Angela Merkel a eu du courage. Quand elle a proposé un plan d'urgence avec 500 milliards de dettes communes, personne ne pensait 3 semaines avant que Merkel aurait ce courage. Donc Angela Merkel a eu du courage pour éviter une récession. L'étape 2, c'est très bien d'avoir sauvé de l'effondrement, c'est très bien, mais il faut aussi préparer l'avenir, mettre le paquet sur la santé, mettre le paquet sur la recherche, mettre le paquet sur les climats, et donc il faut du courage. Et là, c'est la France qui bloque. Quand un ministre m'a dit il y a 15 jours que je commençais à les énerver, il y a un ministre qui m'a dit ton interview dans Ouest France, ça a énervé le gouvernement. Je lui ai dit, écoute, c'est bon, je dis ce que je pense. Je dénonçais dans Ouest France le double discours de la France. Et je lui ai dit, il y a 5 responsables allemands en une semaine, 5 responsables qui m'ont dit, est-ce que la France va bouger? Des gens que j'ai au téléphone à Berlin, des gens avec qui je parle à l'ambassade d'Allemagne, le représentant permanent à la représentation permanente de l'Allemagne ici, des députés très importants. Et à chaque fois, on m'explique que c'est vraiment intéressant. Oui, c'est la meilleure idée pour débloquer la négociation. Mais est-ce que la France, est-ce qu'Emmanuel Macron va bouger? Voilà. Parce que les Allemands n'ont pas envie de relancer la négociation si c'est pour se prendre un gros râteau des Français. Donc, on n'est pas dupes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, depuis 4 jours, je fais grève de la faim pour faire pression. Les médias français en parlent. On a eu un très bon papier dans Le Monde, dans l'IB. Demain, on va être invité dans différents médias. Le but, c'est que, et chacun de nous, je le répète, moi, j'essaie de faire mon job de député, mais je crois qu'on est un peu plus de 1000 là à dialoguer ensemble. Il y en a un qui parle trop, il y en a qui n'ont pas encore la parole. Désolé, vraiment, vraiment désolé. Mais chacun de nous peut faire quelque chose. Ils comprennent la pression médiatique. Donc, vous pouvez aller sur le site, Pierre va rappeler l'adresse, le site pour interpeller. Vous cliquez et il y a immédiatement un tweet qui part vers Emmanuel Macron. À partir de demain, le site sera encore mieux. On pourra envoyer des emails à Merkel, à Macron. Vous pouvez diffuser les vidéos. Juste un exemple, je l'ai déjà dit hier, mais je le répète. Quand on a lancé l'idée de la Banque du Climat, il y a 7 ans avec le collectif Roosevelt, puis depuis 4 ans avec Jean Jouzel, on insiste, il y en a qui nous prenaient pour des charlots. Et puis, il y a 2 ans, j'ai fait une petite vidéo qui expliquait la Banque du Climat. Il y a 2600 milliards qui ont été créés par la Banque centrale, l'essentiel par la spéculation. On pourrait créer une Banque du Climat. Je parlais plus lentement, j'avais bien réfléchi à ce que je voulais dire. Et il y a tellement de gens qui l'ont retweeté, qui l'ont mis sur Facebook, qui en ont parlé à leurs copains et à leurs copines, qu'il y a eu 5 500 000 personnes qui ont vu la vidéo. Et comme par hasard, quand il y a eu 5 500 000 personnes qui ont vu la vidéo sur la Banque du Climat, Emmanuel Macron disait 2 semaines plus tard qu'il était d'accord avec la Banque du Climat. Donc, tout le monde n'est pas député, ça peut arriver à n'importe qui, mais tout le monde n'est pas député. Mais vraiment, vraiment, chacun de vous peut agir, diffuser des vidéos qu'on fait, que certaines associations font. Il y a des vidéos sur mon site ou sur ma page Twitter, sur mon compte Twitter. Mais vous pouvez aussi, vous, faire des vidéos
avec vos mots à vous, avec votre idée, soit une blague, soit une indignation, soit les deux. Voilà, parfois, c'est des vidéos faites. Moi, je suis un peu expert, à force d'être au Parlement européen, je suis peut-être un peu trop techno, je l'ai toujours été, mais peut-être que vous, avec d'autres mots, vous pourrez toucher encore plus de monde et que votre vidéo fera plus de buzz que la mienne, et tant mieux. Le but est que Macron et Merkel soient obligés d'avancer. Et on n'a plus que 3 semaines, je le répète, la négociation sur le budget doit être finie au plus tard, sans doute le 9. L'ambassadeur d'Allemagne veut faire une nocturne de négociation dans la nuit du 9 au 10, ou au plus tard le 11 novembre. Donc c'est pour ça que vous sentez un peu de stress, et c'est pour ça que chacun de nous doit mouiller la chemise. Pierre, est-ce que je peux te reprendre une seconde sur les questions de cette taxe transfert financier? Évidemment. Tu l'appelles à juste titre spéculation. En fait, beaucoup d'investissements sont une nécessité et pas mal d'investissements, et je l'espère beaucoup plus d'investissements dans l'avenir vont devoir soutenir la transition économique vers une économie durable. Donc, je pense que tu as raison de dire que ce qui est sur la table pour le moment, le 1%, en plus, touche des transactions qui sont probablement les moins spéculatives. C'est-à-dire la spéculation reste quasiment complètement en dehors et on propose aujourd'hui de taxer ce qui finalement est un investissement productif, utile, voire nécessaire. Deuxième réflexion, on doit travailler à ce niveau, au niveau européen. Et je trouve qu'on devrait réfléchir à éliminer de ces taxes les transactions intra-européennes. Ces transactions-là sont beaucoup moins spéculatives. La spéculation nous vient de l'extérieur. Ça peut venir de Chine, ça peut venir des États-Unis, ça peut venir de plein d'autres pays qui essaient de bouger leur argent au vu de réactions algorithmiques en fractions de secondes. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être aussi essayer de convaincre nos chefs d'État qui, chacun pour soi, vont réfléchir à attirer de l'investissement, que cette taxe, d'abord, elle sera minime, puisqu'on parle de 0,1% sur les transactions, voire moins, voire 0,01% simplement, mais qu'on pourrait aussi distinguer entre des transferts de capitaux à l'intérieur de l'Union européenne par rapport à l'extérieur de l'Union européenne. Et pour les transferts à l'intérieur de l'Union européenne, il y a bien sûr des réglementations beaucoup plus contraignantes qui seront d'application. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut peut-être aussi essayer de convaincre, parce que j'estime ou je pense qu'une part de la résistance de chefs d'État, c'est le souci de ne pas perdre des investissements dont ils auront besoin pour faire relancer, pour faire redémarrer leur économie nationale. Alors, juste, Pierre, il faut que tu nous rappelles la question d'un internaute, je crois, auquel on n'a pas répondu. Tout à fait, non, mais c'est ça, c'était sur la mise en place de la taxe. Donc, la mise en place, effectivement, Karl a raison de dire que pour le moment, ce qui existe, par exemple en France, c'est une toute petite taxe sur transactions financières qui ne touche que les actions des grands groupes et qui est à 0,3%. Donc en fait, ce qui existe en France, ça ne taxe que les actions de certains grands groupes, mais par contre, on taxe 0,3%. C'est la preuve même qu'on pourrait être plus audacieux que le projet qui est sur la table, qui propose 0,1%. Et donc, même avec 0,3, la France n'a pas fait fuir les marchés financiers. Et la grande différence, c'est est-ce qu'on taxe juste une partie des actions ou est-ce qu'on taxe toutes les transactions, y compris les plus spéculatives? Je répète ce que tu as dit, Karl, mais c'est les produits dérivés, le trading à haute fréquence. Vous
savez qu'il y a des ordinateurs qui font 50 allers-retours. Donc, si on les taxe à 0,01, il y en a qu'on va stopper. La spéculation la plus totalement inutile. Alors là, totalement inutile pour l'économie réelle. C'est juste des ordinateurs et on met de l'argent, on espère en avoir 3 fois plus l'année prochaine. Et ça n'a aucun intérêt. Et en période de crise financière, c'est la plus dangereuse. Donc, même la commission Barroso, je répète, ce n'est pas la gauche alternative, a expliqué que le secteur bancaire a bénéficié de 4 600 milliards d'aides pour enflouer après la crise, voilà, qu'il profite d'un avantage fiscal de 18 milliards d'euros chaque année et qu'il y a plein de transactions qui sont à risque et improductives. Voilà, ce n'est pas Podemos ou Attac ou Nouvelle Donne qui le dit, c'est la commission Barroso qui dit qu'il y a des spéculations qui sont sans intérêt pour l'économie réelle et qui sont dangereuses en période de crise. Donc celles-là, on va les arrêter complètement. Voilà, et puis les autres, on va les taxer à 0,01. Et donc, le père de famille ou la mère de famille qui achète une action tous les 3 ans, il va juste payer 0,1, c'est marginal, il oublie. Par contre, ceux qui spéculent 10 fois dans la journée, ils vont payer 10 fois le 0,01 sur des gros montants. Donc c'est pour ça que le ministre autrichien et toutes les ONG, je ne pensais pas dans ma vie citer aussi souvent Barroso ou le ministre autrichien des Finances. J'avoue que ce n'est pas exactement ma famille politique. Mais on est d'accord avec le ministre autrichien des Finances, ça ne sert à rien si on taxe juste 1%, c'est du pipeau, c'est du mensonge. Il faut une taxe sur l'ensemble des transactions. Et donc concrètement, comment ça se passe? S'il y a une décision des chefs d'État, notre but, c'est que les chefs d'État acceptent d'ici les 3 semaines qui viennent de dire « Ok, ça fait 9 ans qu'on en parle, OK, on a besoin d'argent pour la santé, nos systèmes de santé sont à la limite du burn-out. Oui, on veut gagner la bataille du climat. Il y a eu de très beaux discours de Merkel, de Macron, de Mme van der Leyen. Mme van der Leyen, c'est la présidente de la Commission européenne à 1 kilomètre derrière ici. Tout le monde a dit le climat, c'est notre priorité, la planète brûle, l'Europe doit montrer que c'est possible de rattraper le temps perdu. Et pour ça, il faut... Le dernier rapport qui a été voté par le Parlement rappelle qu'il faut 600 milliards d'euros chaque année pour isoler les maisons, isoler les écoles, les maisons de retraite, faire des transports en commun. Et donc, est-ce que le but politique de notre action, là, dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent, c'est que dans l'accord qui va être signé par le Parlement d'ici le 9 ou le 11 novembre, on doit signer un accord, le Parlement européen, là où je suis en ce moment, et le Conseil, Mme Merkel, M. Macron. Et pendant 6 mois, il est présidé par Mme Merkel. Tous les 6 mois, il y a un nouveau pays qui préside, là c'est l'Allemagne, c'est pour ça que l'Allemagne a un rôle encore plus important que d'habitude, un accord qui dit on a besoin de plus d'argent sans taxer les citoyens. On a entendu les gilets jaunes, il y a 30% des Français, 40% des Allemands qui n'ont aucun euro d'économie, c'est pas eux de payer le plan de relance, c'est pas eux de payer pour les services publics plus qu'ils ne le font, il est normal de faire payer ceux qui ne payent pas. Donc le but c'est qu'il y ait un accord politique là dans les 3 semaines qui viennent et que le 1er décembre, il y a le Conseil des ministres des Finances qui peuvent, oui ou non, décider de relancer la coopération renforcée. La coopération renforcée, c'est un mot technique pour dire on n'est pas obligé que tout le monde soit d'accord. Certains vous disent l'Europe, c'est pas possible de la changer, l'Europe c'est indémerdable parce qu'il faut l'unanimité. Donc il y a plein de gens qui vous disent l'Europe, il faut la quitter. Enfin, voilà. Moi je pense qu'il faut transformer l'Europe. Et bonne nouvelle, on n'a pas besoin de l'unanimité. Il suffit des traités disent qu'on peut faire une coopération renforcée, même si il n'y a que 9 pays ou 10 pays ou 15 pays, on peut avancer. Un exemple que je donne souvent, techniquement, ce n'est pas la même chose, c'est l'espace Schengen, le fait de se promener sans avoir des frontières. Au début, on a commencé avec 5 pays pour l'espace Schengen, les autres n'étaient pas d'accord. L'année suivante, on était 8 et maintenant, on est 26. Voilà. Pour la monnaie unique, je trouve ça quand même assez génial d'avoir créé une monnaie unique. Il y a plein d'avantages. Il faut mettre la monnaie unique au service du bien commun, mais déjà, on a créé cette monnaie unique. On n'a pas attendu qu'il y ait l'unanimité. Donc, pour taxer la spéculation, attendre l'unanimité, c'est du pipeau, c'est une excuse pour accepter le poids des lobbies ou pour ne rien faire. Mais en fait, on peut très bien, le 1er décembre, je ne vous dis pas dans 40 ans, le 1er décembre, on peut avoir une décision des ministres des Finances qui disent « OK, on crée effectivement cette taxe sur les transactions financières. Elle s'appliquera au plus tard dans 2 ans. » Encore ce matin, quelqu'un qui connaît très bien le sujet m'a dit « 1 an, on ne peut pas faire plus court que 1 an, parce qu'il faut maintenant, après ça, que dans chaque pays, on le ratifie et que dans tous les ordinateurs, de toutes les salles de marché, de toutes les banques, qu'on mette le petit logiciel qui va bien. » Voilà. Donc ça ne se fait pas en 3 semaines, mais il n'y a pas non plus besoin de 40 ans. La commission Barroso avait dit il faudra 2 ans. La commission Barroso disait s'il y a une décision maintenant, c'est faisable dans les 2 ans. Et encore ce matin, avec quelqu'un qui connaît très bien le sujet, je lui ai dit comment est-ce qu'on peut faire pour accélérer. Il me dit oui, on peut accélérer, on n'a pas besoin de 2 ans, mais 1 an, c'est le maximum. Mais déjà, si on savait que dans 1 an, on a 50 milliards chaque année sur la table, je pense que les États pourraient peut-être s'endetter un peu pour déjà relancer des rénovations de logements, déjà aider les hôpitaux. Et on saurait que dans 1 an ou dans 18 mois, on a 50 milliards qui arrivent. Et après ça, ce n'est pas le seul combat du Parlement européen. Le Parlement européen veut aussi que l'argent de la Banque centrale européenne soit mieux utilisé. Moi, dans le dernier livre dont tu parles, je reprends l'idée de Thomas Piketty d'une taxe sur les milliardaires. Donc, la taxe sur la spéculation n'est pas le seul outil.
mais c'est le combat du moment parce que c'est le seul qui est prêt techniquement. L'autre jour, l'ambassadeur d'Allemagne, celui qui représente Angela Merkel dans les négociations, a dit « Vous devez comprendre qu'il n'y aura pas un centime de plus des États membres de l'Allemagne ou la France ne veulent pas mettre un centime de plus pour les projets européens. » Et il nous a dit « Et ça n'est pas sérieux de compter sur des solutions qui ne sont pas encore prêtes techniquement sur la table. » Et donc, on lui a répondu « Monsieur le représentant permanent, vous avez tout à fait raison. Ça ne serait pas sérieux de compter sur d'autres pour mettre des chiffres précis dans le budget, pour savoir combien on a d'argent l'année prochaine ou en 2022. » Mais on lui a dit « Il y en a une qui est prête techniquement. » En plus, Angela Merkel a dit que c'était une de ses priorités, c'est la taxe sur les transactions financières. On veut aussi une taxe carbone aux frontières. Karl, tu en parlerais mieux que moi, l'idée qu'il faut, pour que l'Europe améliore son fonctionnement et pour qu'on ne se fasse pas envahir par des produits avec beaucoup de carbone, il faut mettre une taxe carbone aux frontières, mais pour le moment, elle n'est pas prête techniquement, donc ça ne peut pas être le combat d'aujourd'hui. C'est une des idées que porte le Parlement et beaucoup d'ONG, mais ça ne peut pas être le combat de ces semaines. Et Pierre, excuse-moi de t'interrompre, mais tu l'as dit, il faut accélérer pour aller vers cette taxe sur les transactions financières. Et puis si malheureusement, c'est passionnant, mais on doit aussi un petit peu accélérer pour continuer à avancer dans ce direct. Un tout grand merci à Karl de nous avoir rejoints. Vraiment, merci Karl. Tchuss, Wiedersehen. Merci, Karl. Merci beaucoup. Merci, Karl. Et alors, Pierre, le temps d'accueillir notre prochaine invité qui sera Saïd El Fenieri, jeune chef d'entreprise d'une entreprise spécialisée dans l'isolation des bâtiments. Je propose de relayer une question ici d'un membre de l'équipe technique qui s'appelle Maxime, et je remercie encore la Régie TV qui réalise tout ce beau boulot de réalisation. Et Maxime qui demande, le fait de faire une grève de la faim, Pierre, peut-il vraiment modifier l'opinion de certains dirigeants européens, ou bien est-ce que c'est vraiment strictement symbolique, le temps que Karl El Fenieri nous rejoigne, Pierre? Que Saïd, pas Karl. Karl, c'était le précédent. Oh, pardon, oui, la Saïd, réponse est oui, une grève de la faim. Une grève de la faim, si je suis seul à la faire dans ma cave, ça n'a aucun intérêt, et puis c'est pas très rigolo. Mais je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé il y a 4 jours, France Inter l'a annoncé. Une demi-heure après, j'avais un conseiller d'Emmanuel Macron qui m'appelait et j'avais un SMS de quelqu'un d'équipe de Van der Leyen. Et les députés se disent, beaucoup de députés étaient un peu découragés, étaient prêts à laisser tomber le combat. Le fait qu'on ait un accès aux médias, le problème, c'est que les institutions européennes sont très dures. Le Parlement, je suis très fier d'être député européen. Encore merci à tous ceux et celles qui ont voté pour notre liste il y a 18 mois. Mais en fait, le Parlement a beaucoup moins de pouvoir que les chefs d'État et de gouvernement. Donc, à la fin de la négociation, s'il n'y a pas d'accord, il y a le risque que le Parlement s'écrase et que ce soit les chefs d'État qui décident. Et donc, il n'y ait pas d'argent pour le climat, pas d'argent pour la recherche, ou pas assez, et pas d'argent pour la santé, ou très, très peu. Par contre, si on a des citoyens qui interpellent Mme Merkel, M. Macron, ça peut effectivement les faire bouger. Quand il y a un papier dans Ouest France est le plus grand quotidien du pays. Emmanuel Macron, dans sa conférence, dans sa revue de presse le matin, il a Ouest France. Quand il y a une interview qui dit que la France a un double discours dans Ouest France, à la une de Ouest France, Emmanuel Macron, il le sait, et un de ses ministres m'a dit que ça l'avait énervé. Mon but n'est pas d'énerver Emmanuel Macron, mais mon but est qu'il se mette en mouvement. Donc encore une fois, si chacun de nous prenez, s'il vous plaît, ne vous dites pas c'est sympa ce qu'il propose le Parlement européen où il a du courage, le Pierrot. C'est pas ça le problème. Est-ce que chacun de vous peut se dire tous les jours, avec le confinement, on a beaucoup de soucis dans la tête, mais peut-être qu'on a un peu de temps, est-ce que chacun de vous peut dire ok, lui il est à Bruxelles, il fait la grève de la faim, il a son argumentaire, mais moi j'appelle 3 personnes par jour. Vraiment, est-ce que vous pouvez vous dire ce sujet est important? On n'a plus que 3 semaines pour gagner la bataille. Je prends mon coup de fil et j'appelle 3 personnes par jour pour leur donner des nouvelles, comment ça va, voilà. Il y a un combat fondamental. Peut-être que tu ne le sais pas. Les questions européennes, c'est très compliqué. Avec le virus, on en parle encore moins que d'habitude. Mais si chacun de nous se dit tous les jours, quand j'ai pris mon petit-déj, j'appelle 3 personnes, 3 amis pour dire, et chacun, voilà. Et est-ce qu'on peut relayer sur Twitter? Est-ce qu'on peut relayer sur Facebook, sur Instagram? Voilà. Est-ce qu'on peut interpeller ces députés? Est-ce qu'on peut envoyer des mails à Emmanuel Macron? Donc, ce n'est pas compliqué. Vous allez sur le site, l'adresse est régulièrement rappelée et vous pouvez nous aider vraiment. Vraiment, ils sont très sensibles à ça. Là, pour la réforme de la PAC, je ne l'ai pas dit à Karl, mais quand même, pour la réforme de la politique agricole commune, je voudrais rassurer Karl, s'il nous entend encore, je suis parmi un des 5 députés sociaux-démocrates qui a signé avec les écolos l'amendement pour dire qu'on rejetait complètement cette politique agricole commune et qu'on voulait repartir sur une politique radicalement différente. Ça a provoqué quelques tensions dans le groupe social-démocrate, mais voilà, j'ai fait de l'agro quand j'étais jeune, je suis agronome de formation, voilà, ces questions m'intéressent depuis longtemps, et je trouve que c'est monstrueux en 2020 d'avoir adopté cette politique agricole commune. Voilà. On peut trouver des excuses, on a eu du mal avec le virus à réfléchir, mais certains lobbies sont très puissants, donc honnêtement,
Karl, je te rassure, j'étais parmi les 5 sociodémocrates, je te rassure, voilà, non, on s'en fout, puisqu'à l'arrivée, le vote a été mauvais. Effectivement, le Parlement a accepté une mauvaise politique agricole. Mais ce que je voulais dire, c'est que le fait que les citoyens interpellent les gens sur les réseaux sociaux, hier matin, on voyait Adélaïde, qui est une des amies de Greta. Adélaïde, c'est une des responsables du mouvement des jeunes pour le climat en Europe. Et ils ont lancé une campagne en quelques jours seulement sur les réseaux sociaux pour dire cette politique agricole ne nous va pas, on en a marre de cette politique, elle nous amène à une catastrophe, il faut la changer. Et on a su que Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, avait fait une réunion d'urgence le dernier samedi, en disant il y a tellement de gens qui s'intéressent. Je ne pensais pas que les citoyens s'intéressaient à la politique agricole commune. Il faut qu'avec les 3 commissaires les plus importants sur le sujet, il faut qu'on fasse une réunion d'urgence pour voir qu'est-ce que la Commission peut bouger. Donc oui, l'engagement des citoyens sur les réseaux sociaux. On avait prévu de faire une très très grosse manif s'il n'y avait pas eu le virus avec les syndicats, avec les ONG. On voulait faire la plus grosse manif jamais vue à Bruxelles. Avec le virus, ce n'est pas possible. Mais il faut qu'il y ait sur les réseaux sociaux et par les coups de téléphone, et comme chacun fait comme vous voulez, il faut qu'on mette une pression sur Emmanuel Macron. Est-ce qu'il est le président des banquiers ou est-ce qu'il est le président du climat? Emmanuel Macron a fait de très beaux discours devant l'ONU, au siège de l'ONU, pour dire la planète se venge de la folie des hommes. Il a fait le One Planet Summit pour rassembler une cinquantaine de chefs d'État pour dire il faut sauver la planète. Il a créé le Haut Conseil pour le climat. Il m'a même demandé d'être un des membres du Haut Conseil pour le climat. Est-ce que c'est pour de vrai ou pour de rire? Voilà. C'est quelque chose pour moi qui est une évidence. Un enfant de 5 ans, c'est ce qui est pour de vrai et ce qui est pour de rire. Voilà. Le dérèglement climatique, les feux de forêt, c'est pour de vrai. Les gens qui vont crever de faim en Afrique ou ailleurs parce qu'ils n'ont pas d'eau et pas de quoi manger, c'est pour de vrai. Il y en a déjà. Et dans 10 ans ou dans 15 ans, c'est vrai. Les gens qui ont perdu leur maison, ceux qui ont été tués dans les inondations dans le Var il y a 2 semaines, c'est pour de vrai. Donc, est-ce que oui ou non, on veut gagner la bataille du climat? Est-ce que oui ou non, on croit que le système de santé, une des richesses de la France et de l'Europe, c'est son système de santé, mais là, il peut s'effondrer en quelques mois et en quelques années si on ne met pas les moyens. Donc, j'aimerais demander à Emmanuel Macron, est-ce que votre engagement pour l'Europe, est-ce que votre engagement pour le climat, c'est pour de vrai ou pour de rire? Et c'est dans les 3 semaines qui viennent qu'on a la réponse. Est-ce que vous préférez protéger les traders ou est-ce que vous préférez l'avenir de notre humanité? Pour de vrai ou pour de rire aussi, la Convention citoyenne pour le climat. Et ça, c'est une question qu'on va pouvoir poser à Saïd, parce qu'il faisait partie du panel des citoyens tirés au sort pour participer à cette Convention citoyenne sur le climat. Bienvenue Saïd, merci beaucoup d'être parmi nous. Pourquoi c'était important pour vous d'afficher à la fois votre soutien au message et à l'action de Pierre? Parce que c'est une cause qui est juste. Et on en a discuté à la Convention citoyenne pour ce qu'ils nous ont demandé pour le financement. Quand on est dans une situation d'extrême urgence de santé climatique, qui est le cas actuel, la manière de mettre fin à cette défiance qui est dangereuse pour notre démocratie, c'est enfin le moment d'ajuster les objectifs que l'on se fixe avec les moyens que l'on se donne. Il faut qu'on se donne les moyens. La TTF est indolore pour les citoyens. C'est une bonne taxe qui serait transparente. Une solution qui apportera plus de 50 milliards d'euros par an pour un budget européen. Beaucoup plus ambitieux, sans demander 1 euro aux citoyens ni aux budgets nationaux. Soutenu par 64% des Européens. Qu'attendons-nous? Jusqu'à présent, ils ont sans cesse éteint l'incendie. Mais dans l'urgence catastrophique, nous n'avons pas le choix de réglementer très précisément les instituts et les marchés financiers. Le monde a changé. La finance ne doit plus être un adversaire, mais un allié de la transition socio-économique et climatique dans l'intérêt de chacun. Ce qui me chagrine aujourd'hui, c'est qu'un homme, oui, vous, Monsieur Pierre Larouturou, qui doit se mettre sa santé en danger pour l'intérêt commun de la vie. Et alors Saïd, merci beaucoup pour votre témoignage. Comme Pierre, vous êtes aussi papa de 4 enfants, je crois. Et quel monde avez-vous envie, rêvez-vous pour vos enfants? Un monde que j'avais quand j'avais 5 ans. Et je suis de 79 et la sonnette d'alarme, on l'a déjà tirée à l'année de ma naissance. Il y a 40 ans en arrière, il y a des gens, les écolos, on les prenait pour des fous. Mais aujourd'hui, les fous, je pense que c'est les gens qui les ont traités de fous.
Et puis je le disais, vous êtes aussi chef d'entreprise, FIE 30, si je ne me trompe, une entreprise spécialisée dans l'isolation de bâtiments. Pierre, par rapport au témoignage de Saïd et puis à l'importance aussi de cette taxe en lien avec le soutien à l'isolation des bâtiments et puis par rapport au monde qu'on rêve pour nos enfants, Pierre. Mais d'abord, merci à Saïd d'être là. On a dû se croiser à la Convention citoyenne, mais on n'est pas amis. Contrairement à Karl, ça fait 4 ans qu'on se connaît, mais peut-être qu'on va devenir amis, Saïd. Merci beaucoup d'être là. Il m'a contacté il y a quelques jours en disant qu'il était de la Convention citoyenne et qu'il était complètement d'accord. Et la Convention citoyenne a fait un énorme boulot. On en parlait hier avec Cyril Dion. Ça montre bien que 150 citoyens tirés au sort, on n'a pas pris des écolos, des climatologues, des gens de Greenpeace et des ONG, on a pris 150 citoyens qui représentent la diversité des âges, des villes, des villages, des métiers de la société française. Et ils ont travaillé des week-ends de 2 jours, 3 jours, où ils écoutaient d'abord des climatologues. Voilà, et du coup, on voit que si on est capable de dialoguer, si on n'est pas là pour s'affronter, si on est capable d'écouter, de dire est-ce que tu es sûr de toi, d'où vient ton chiffre, Et petit à petit, en quelques semaines, il y a eu un consensus très fort chez les 150 pour la gravité du problème et le fait qu'en même temps, ce n'était pas foutu, ce n'est pas trop tard. Et derrière, ils ont travaillé, ils ont eu plusieurs groupes de travail, ça, il en parlerait mieux que moi, sur quelles solutions. Et moi, je suis un des économistes qui a été auditionné sur comment financer. Voilà. Et parmi leurs propositions, Emmanuel Macron avait dit qu'il allait reprendre toutes leurs propositions sans les édulcorer. Hélas, je ne suis pas dans la polémique, mais ça aurait été très bien de le faire. Ça aurait été vraiment très bien de reprendre effectivement le travail de ces 150 citoyens qui avaient passer des heures et des dizaines de jours à travailler sans les édulcorer. Or, on voit que, hélas, le gouvernement ne les reprend pas. Ce qui a été proposé par la Convention citoyenne, c'est dire 40% des consommations, de la consommation d'énergie, c'est les bâtiments. C'est là où on habite, c'est là où on travaille, c'est les fermes, c'est les maisons de retraite, c'est les salles omnisports, c'est les écoles. Et donc, une des demandes que vous aviez faites, Saïd, et avec vos collègues, c'était d'isoler, de donner une contrainte en disant, dans 20 ans, je ne sais plus si vous avez mis un chiffre, mais dans 20 ans, toutes les maisons doivent être isolées. Dans 20 ans, tous les collèges, toutes les maisons de retraite, tous les théâtres, les églises, les universités, tout doit être isolé. Mais ça n'est possible. Et donc, hélas, Emmanuel Macron n'a pas voulu cette règle du jeu. Or, on sait très bien que s'il n'y a pas une règle, on n'avancera pas. Pour l'amiante, on n'a pas dit ce serait bien d'arrêter l'amiante. Pour l'amiante, on a fait une loi qui dit dans 10 ans, plus aucun immeuble ne pourra être vendu s'il y a encore des traces d'amiante. Et on s'est mis au boulot pour faire des diagnostics et pour nettoyer l'amiante. Donc, tous ceux qui ont réfléchi à la question disent qu'il faudrait dire dans 20 ans, ou un calendrier pour dire il faut isoler. Mais ça n'est possible que s'il y a des financements. Parce qu'une vraie isolation, c'est 20 000 ou 25 000 euros. Si vous voulez vraiment isoler votre maison, votre appartement, pas juste changer les fenêtres et la chaleur par le toit. Une vraie isolation qui est très efficace, qui du coup est très bonne pour la planète, est très bon pour votre confort personnel. C'est plus cool, on a moins chaud l'été, on a moins froid l'hiver, et c'est très bon pour votre portefeuille. Vous allez faire des centaines d'euros d'économie chaque année, mais au début, c'est un vrai investissement, 20 000 euros. Et vous ne pourrez jamais le rendre obligatoire ou s'il n'y a pas des aides, sinon ça va gueuler de partout. Donc c'est pour ça que nous, depuis 5 ans avec Jean Jouzel et autrefois avec Philippe Maystadt, qui était un grand ministre belge des Finances, on dit il faut qu'il y ait des subsides, comme on dit à Bruxelles, il faut qu'il y ait des subventions. Et si vous devez faire des travaux, au moins la moitié doit être payée par des aides. Si vous devez faire 20 000 euros de travaux, il y aura au moins 10 000 qui arrivera, vous aurez un chèque avec le logo de l'Europe qui vous dira l'Europe paye la moitié, et pour les gens modestes, ce sera les 3/4 ou les 90%. C'est bien s'il y a un tout petit peu qui reste, pour que les gens ferment leurs fenêtres l'hiver et qu'ils fassent des économies, ce qui fait qu'ils peuvent très facilement rembourser les 5 ou 10% qui restent. Donc on n'arrivera pas à rattraper le temps perdu sur l'isolation des bâtiments. Ça, il l'a dit, ça fait très longtemps qu'il y a un diagnostic. Les lobbies bancaires, ça fait très longtemps que les scientifiques sont sûrs de leur diagnostic. On a perdu 30 ans ou 40 ans. Maintenant, il y a une course de vitesse qui est engagée pour rattraper le temps perdu. Et il faut qu'il y ait des aides massives. Et s'il y a des aides massives, on pourra dire dans 20 ans, tout le monde doit avoir isolé sa maison. Et du coup, le secteur du bâtiment, moi j'ai un de mes frères qui est dans le bâtiment, il dit si on est sûr qu'on a du boulot pendant 20 ans, on va recruter partout. On va recruter dans les grandes villes, on va recruter dans les villes moyennes, dans les villages, parce que pendant 20 ans, on a du boulot pour isoler, et c'est des emplois utiles, qualifiés, correctement payés. Voilà, mais juste, il faut qu'il y ait des financements clés, et la France n'y arrivera pas. Nicolas Hulot, la France toute seule n'y arrivera pas. Nicolas Hulot a démissionné. Je pense qu'on pourrait faire plus au niveau français. Pour être honnête, je pense qu'on pourrait faire d'autres choix au niveau français, mais on voit bien que l'aide européenne pourrait être très importante. Comme tu le dis, Pierre, la rénovation énergétique des bâtiments serait un levier pour l'emploi. Ça créerait énormément d'emplois et ça serait le confort. Il y a des gens aujourd'hui, c'est où ils se chauffent l'hiver, ils choisissent entre se chauffer ou partir en vacances, ou même pour certains, de moins remplir le frigo. Bien sûr.
Bien sûr, je vous invite à regarder chaque année le rapport je vais dans ton sens, Saïd, il y a le rapport de la Fondation Abbé Pierre qui montre qu'il y a des millions de gens qui ne chauffent qu'une pièce ou qui, alors s'ils veulent chauffer tout l'appartement, doivent faire des économies sur la nourriture ou ne partent pas en vacances. Voilà. Donc c'est juste monstrueux en 2020 de se dire que il y a des gens qui ont froid, il y a des gens qui mettent un bonnet dès qu'ils rentrent à la maison le soir et leurs enfants ont des rhumes pendant 4 mois et leurs enfants ne vont pas à l'école. Il y a des conséquences sociales très claires. Quand le fiston ou la fille est malade parce qu'il y a trop froid, il ne va pas à l'école et ça ne facilite pas sa réussite scolaire. Donc pour toutes ces raisons, il faut donner les moyens d'agir. Et juste, c'est scandaleux, je ne comprends pas qu'on hésite. Des gens qui ont 60 millions de bonus chaque année, on peut leur demander un effort. Et même la plupart seraient d'accord, mais ils ne le feront jamais spontanément. Donc c'est la responsabilité de nos dirigeants, M. Macron, Mme Merkel. C'est dans les 3 semaines qui viennent qu'on voit, est-ce que vous avez parlé du Green Deal? Est-ce que c'est le Green Deal ou le greenwashing? Est-ce qu'on se donne les moyens de gagner cette bataille fondamentale? Et Saïd, encore merci d'avoir été parmi nous. Peut-être un dernier mot avant de vous saluer. Si vous aviez justement un message au président Emmanuel Macron, ce serait quoi? Votre appel au président Macron? Saïd? Saïd, avez-vous entendu la question ou pas? On a perdu Saïd. C'est pas grave. Bon, voilà, on n'aura pas le message de Saïd au président Macron. Voilà, bon, ce sera pour une autre fois. Sans doute qu'on aura l'occasion de recroiser Saïd. Pierre, vous étiez croisé, tu l'as dit, dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat. On rappelle aussi ce site internet si vous voulez interpeller le chef de votre gouvernement, taxonslaspéculation.eu. On salue Saïd, on le remercie. J'espère qu'il nous entend encore, comme ça on a l'occasion de le remercier de vive voix. Et puis une question d'un internaute, Pierre-Antoine Molaba, qui nous demande « Je ne comprends toujours pas si les députés européens sont favorables, comment les chefs d'État peuvent bloquer? Les députés ne sont pas autonomes. » Bienvenue dans l'Europe de 2020, qui hélas n'est pas une Europe assez démocratique. On vote tous les 5 ans pour le Parlement européen, et c'est très important. On a des débats intéressants dans tous nos pays, mais hélas, ce n'est pas le Parlement qui décide. Ce n'est pas le Parlement qui a son dernier mot. En Allemagne, si le Parlement n'est pas content d'Angela Merkel peut être remerciée en 1 semaine, et si le Bundestag n'est pas content du budget, il peut vraiment le modifier. En Angleterre aussi, ce sont des régimes parlementaires. Déjà, en France, c'est moins clair. Avec la Ve République, on a un pouvoir très, très, très fort du président et un pouvoir de l'Assemblée nationale qui est quand même beaucoup plus faible. Et au niveau européen, c'est encore plus compliqué parce que le budget doit être décidé par le Conseil, donc les 27 chefs d'État, Mme Merkel, M. Macron, M. Sanchez et les autres, le Conseil européen, les chefs d'État, et le Parlement. Voilà. Donc le Parlement européen est très clair. Avant-hier, le président de la commission, il y a 3 jours, le président de la commission des budgets a dit devant la ministre allemande que le rapport que j'ai proposé a été adopté par 6 groupes. Il a dit Pierre Larouturou a commencé une grève de la faim hier et le même jour, son rapport a été adopté par 6 groupes politiques. C'est la première fois dans l'histoire du Parlement parce qu'on essaie de dialoguer, parce que face à la crise, on essaie d'être unis et d'avoir des solutions audacieuses. C'est la première fois que le Parlement est aussi uni. Il y a 6 groupes politiques qui ont soutenu le projet que je défends pour le prochain budget. Mais il faut que ce projet rentre en adéquation avec les chefs d'État. Et hélas, il y a un rapport disproportionné. On n'est pas d'égal à égal dans la négociation. Les chefs d'État ont beaucoup plus de pouvoir que le Parlement européen. C'est pour ça qu'il faut que les citoyens nous aident. Si on en reste à la négociation classique, avec 5 qui représentent le Parlement et 3 qui représentent le Conseil dans une salle obscure au 3e sous-sol ou au 3e étage du Berlaymont ou du Conseil, on n'y arrivera pas. Et donc c'est pour ça qu'après avoir passé des mois à réunir, je ne sais plus si c'est Le Monde ou Libération qui ont dit qu'en quelques mois, j'avais réussi à créer un consensus qui n'était pas évident au printemps au sein du Parlement, mais on se heurte à l'inertie, on se heurte au poids des lobbies. Voilà, Nicolas Hulot a démissionné. Voilà, pourtant, Nicolas Hulot est un des 3 hommes politiques préférés des Français, donc il a quand même une vie. Et bien, Nicolas Hulot, quand il démissionne, un matin sur France Inter, il dit le poids des lobbies pétroliers est monstrueux. Il y a encore des entreprises qui veulent vendre du pétrole, vendre du pétrole, vendre du pétrole, et on s'en fout de l'avenir. Après-nous, le déluge. Voilà. Il y a des entreprises qui veulent faire des bénéfices, faire des bénéfices, faire des bénéfices. Et en France, comme ailleurs, mais en France vraiment, le poids de ces 2 lobbies, le lobby financier et le lobby pétrolier, est très fort. Donc il faut qu'il y ait un lobby citoyen qui s'exprime et qu'on dise à Emmanuel Macron, on en a marre des beaux discours qui ne sont pas suivis d'actes. Et là, c'est fondamental, c'est pour les 7 ans qui viennent. Voilà, on ne va pas se suicider si on n'y arrive pas, mais si on n'a pas d'argent pendant 7 ans pour le climat, ça va être compliqué.
si on n'a pas d'argent pour les chercheurs, vous disent que les coupes qui ont été faites dans le programme de la recherche, il y a des milliers de gens, des centaines de personnes qui font des doctorats, qui ont une thèse très bien faite, qui sont passionnés par un sujet, ils ont une thèse en France, et puis derrière, ils aimeraient avoir un job un peu sérieux, un peu durable, et on leur dit désolé, tu es vraiment, vraiment intelligent, c'était un grand plaisir de travailler avec toi pendant ce doctorat, mais je suis désolé, il n'y a plus d'argent. Voilà. Donc c'est juste scandaleux de se dire qu'il n'y a pas d'argent pour la santé, pour la recherche, pour le climat, pour l'emploi, alors que les marchés financiers n'ont jamais été assez importants ou que le nombre de milliardaires a triplé. Pour le moment, le combat, celui pour lequel je peux avoir un consensus du Parlement, c'est sur la taxe sur la spéculation, mais on ne lâchera pas le morceau. D'abord, il faut gagner celui-là, mais il y a d'autres propositions. Quand Thomas Piketty et Gabriel Zuckerberg disent qu'il faut une taxe sur les milliardaires, ils ont raison. Le nombre de milliardaires a triplé en 10 ans. On peut peut-être leur demander un petit effort. Notre prochain invité, parce que tu parles du poids des lobbies, lui aussi il le dénonce régulièrement, c'est Benoît Biteau, eurodéputé Europe Écologie Les Verts. Bonsoir Benoît, est-ce que vous nous entendez? Bonsoir, bienvenue. Je vous entends bien. Pourquoi Benoît, c'était important pour vous d'apporter votre soutien ce soir? Parce que c'est par le budget qu'on peut régler les sujets fondamentaux qu'a évoqué Pierre depuis le début de ce Facebook Live. L'exemple de la PAC a été lourdement évoqué déjà par Pierre, mais aussi par Karl juste avant, en est une belle illustration. Et on voit bien qu'on n'a pas réussi à faire avancer la PAC comme on voudrait, malgré notre positionnement à Pierre, à moi, à l'ensemble des Verts d'ailleurs, hein, puisque Pierre nous a rejoint dès le début d'ailleurs, j'allais dire très tôt, mais dès le début sur cette hypothèse d'amendement de rejet de la PAC. On n'est pas d'accord sur le contenu, mais il y a un parallélisme des formes avec le combat que défend Pierre aujourd'hui, c'est-à-dire que de la même manière qu'on a voté une PAC, qu'on va installer une PAC qui va durer 7 ans, ce budget que dénonce Pierre aujourd'hui dans sa construction va aussi durer 7 ans. Et donc, on a exactement les mêmes difficultés par rapport à ce budget et à cette PAC, c'est-à-dire que pour les 7 ans qui viennent, est-ce qu'on fait de l'urgence climatique la priorité absolue? Est-ce qu'on fait de l'arrêt de l'effondrement de la biodiversité l'urgence absolue? Est-ce qu'on fait de la souveraineté alimentaire l'urgence absolue? Et est-ce qu'on construit le budget de l'Union européenne pour satisfaire ces urgences absolues? C'est ça la vraie question. Et le combat que mène Pierre et des collègues, y compris chez nous dans le groupe des Verts, qui vise à ce que l'Europe ait plus d'autonomie au-delà de l'intérêt de taxer des gens qui peuvent financer cette Union européenne, c'est de retrouver une forme d'autonomie budgétaire de manière à sortir le plus vite possible de ces dotations par l'État qui font que l'État, les États membres plutôt, peuvent imposer des choses à l'Europe dans un chantage qu'on connaît bien du qui paie décide. Et on le voit bien avec la PAC, le Conseil des ministres, pendant que nous, on essayait d'améliorer la PAC au Parlement européen, a validé et s'est entendu sur une PAC qui est nettement moins ambitieuse que la mauvaise PAC qu'on a votée, nous, au Parlement européen. Et le jour où le Parlement européen aura cette autonomie financière, il aura aussi les moyens de plus de démocratie. Parce qu'aujourd'hui, la démocratie qu'on constate au Parlement européen, qui semble prendre un peu de force, en tout cas dans cette mandature-là, est régulièrement jugulée par les positions du Conseil ou par les positions parfois de la Commission. Et donc, pour éviter que cette démocratie soit davantage jugulée, on a besoin de ces fonds propres pour alimenter le budget de l'Union européenne. Et choisir ces formes de taxes sur les transactions financières, c'est un formidable outil qui ne va pas impacter les citoyens. Et Pierre l'explique très bien quand il explique que quand on va chercher notre alimentation, on paye 5 points et demi de TVA, mais que ceux qui font de la transaction financière ne payent absolument rien. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'on construit des solidarités entre citoyens européens? Est-ce que c'est comme ça qu'on va réussir à constituer les budgets nécessaires pour satisfaire cette urgence climatique, satisfaire la lutte contre l'effondrement de la biodiversité et pouvoir regarder droit dans les yeux demain les générations futures? On parlait des enfants tout à l'heure, Pierre en a, moi j'en ai 5, j'ai 2 petits-enfants même. Bien sûr, on fait tout ça pour eux, pour les nôtres, mais aussi pour
l'ensemble des générations futures. Et on voit bien qu'il s'intéresse au sujet. On l'a vu, et Pierre, tu l'as évoqué sur les réseaux sociaux avec les jeunes pour le climat qui se sont intéressés au débat sur la PAC et qui veulent autre chose, ils veulent des orientations qui préparent au mieux leur avenir, et c'est ça l'enjeu. Voilà, maintenant Pierre, je suis honoré que tu m'aies demandé de témoigner ce soir, d'être à tes côtés parce que c'est un combat juste. Comme Karl, je suis un peu inquiet parce que je voudrais pas que ta santé soit trop lourdement impactée, mais je sais que tu es solide et j'espère que tu tiendras la distance, mais que surtout ce combat que tu as attrapé à bras-le-corps, c'est le moins qu'on puisse dire avec une grève de la faim, permettent effectivement de faire bouger les lignes, permettent de mettre la pression sur le président de la République française, parce que je suis français aussi et que j'aimerais bien que ce pays ne soit pas en train de traîner les pieds, mais soit plutôt le moteur de cette transition nécessaire. Et donc, bravo Pierre de cette initiative. Et j'insiste, je suis honoré de pouvoir être à tes côtés ce soir. Benoît, on est heureux de travailler ensemble. Je crois qu'il n'y a pas une question d'honneur. On sera heureux de gagner cette bataille ensemble. Et puis, dans quelques mois, quand on aura gagné cette bataille, on fera un Facebook Live depuis ta ferme et tu nous raconteras tout ce qu'il fait. Parce que l'autre jour, Benoît, on a vu qu'on était très vite d'accord sur la politique agricole commune. Et du coup, il m'a raconté, il a eu plein de vie. Il est devenu agriculteur à 40 ans et il fait des choses géniales sur sa ferme et qui montrent déjà on peut changer réellement, on peut redonner vie à une terre, de développer l'humus, avoir des productions différentes, avoir un équilibre avec, on sème 2 productions sur le même terrain, on met, au lieu de mettre des produits chimiques, on met de la luzerne qui va enrichir, voilà. Donc c'est passionnant et je pense que la prochaine fois, je me tais et dans quelques semaines, on vient chez toi et tu nous expliques ce que tu fais pour de vrai. Voilà. Et tu as parlé de biodiversité, on parle beaucoup du climat, mais effectivement, l'effondrement de la biodiversité est une catastrophe. Et il n'y a aucun doute que, comme le climat, il est dû à nos modes de vie, en particulier à nos modes de production, à tous les produits chimiques qu'on met pour avoir plus de rendement, pour consommer plus de viande, plus de céréales, voilà. Et très concret, il n'y a pas besoin de lire des gros bouquins. L'autre jour, je dînais à Paris avant le confinement avec le président du Muséum d'histoire naturelle, qui est un très, très grand spécialiste. Il me disait, tu sais, c'est pas compliqué. Souviens-toi, quand toi et moi, on était petits et qu'on partait en vacances, je m'en souviens, c'était le rôle des enfants de nettoyer le pare-brise de la voiture, parce que si on faisait 500 km ou 1000 km, il y avait plein de mouches, on ne pouvait, voilà. Donc, 2 fois dans la journée, quand on partait en vacances, il fallait que l'un de nous nettoie la vitre de la voiture tellement il y avait de mouches. Et maintenant, à force de tuer les mouches, à force de mettre des insecticides, des tonnes d'insecticides partout, il n'y a quasiment plus de mouches. Mais du coup, il n'y a plus de mouches, il y a beaucoup moins de pollinisateurs et il y a aussi beaucoup moins d'oiseaux parce qu'ils mangent les mouches. Donc, s'il y a moins de mouches ou que les mouches sont empoisonnées, voilà. Donc, on est en train de vivre un effondrement. De même que si vous regardez dans mon bouquin, effectivement, il y a une courbe assez impressionnante. C'est l'évolution de la glace au pôle Nord depuis 100 ans. On voyait que ça tenait malgré le réchauffement, et puis que depuis 30 ans, ça diminue, et depuis 5 ans, ça diminue encore plus vite. Il y a vraiment une accélération des problèmes sur le climat, mais sur la biodiversité, c'est pareil, avec des cascades. Donc, il est urgent de changer de politique agricole, ce qui suppose d'aider les agriculteurs à changer de pratique, de donner la parole à des gens comme Benoît qui ont déjà fait la preuve que c'est possible de gagner sa vie, de faire des produits dont on est fier. Le but d'un paysan n'est pas d'avoir une aide de Bruxelles. Le but d'un paysan, c'est de faire un métier qu'il aime, sur une terre qu'il aime, et d'être fier de ses productions et de vivre de ses productions. S'il y a besoin d'aide financière de Bruxelles, c'est juste parce qu'on a foutu en l'air les marchés agricoles, pardon. Voilà, mais donc, là, je me tais, je suis trop long, il faut laisser la parole à ceux et celles qui sont avec nous. Mais Benoît, merci beaucoup, on continue le combat. Je sais que tu es un combattant, toi aussi, tu as fait des actions non violentes, donc tu es un des premiers à qui j'en ai parlé, je savais que ça ne te ferait pas peur, et on continue le combat, et quand on a gagné la taxe sur la spéculation pour la santé, le climat et l'emploi, dans 3 mois, on vient chez toi et tu nous racontes ce que tu fais dans ta ferme. À très vite, Benoît, et un grand merci. Un grand merci, Benoît. Et puis, il y a cette phrase que j'ai lue de vous et qui, je trouve, colle à merveille avec ce qui nous mobilise, c'est « Il faut livrer bataille tant que la cloche n'a pas sonné ». Donc, merci beaucoup, Benoît, pour cet appel. J'ai l'impression, Pierre, que vous partagez avec Benoît ce côté à la fois optimiste, malgré tout, envers et contre tout, et puis le côté un petit peu coureur de fond aussi. Il faut tenir sur la distance. Oui, puis je cite souvent la dernière phrase, que les derniers échanges avec Stéphane Hessel, j'ai eu la chance d'être un grand ami de Stéphane Hessel, donc le grand résistant, celui qui a fait le livre Indignez-vous. Et la dernière fois que j'ai vu Stéphane, il était chez lui, il était dans son lit, dans sa chambre, il m'avait appelé, est-ce que tu peux venir? Bon, on a fait le bilan, voilà, il espérait s'en sortir, mais il savait quand même que c'était peut-être bientôt la fin. Et il disait, il ne faut jamais accepter le désespoir, il ne faut jamais se désespérer, il faut se rappeler que l'âme humaine, l'esprit de dignité, l'esprit de fraternité peut l'emporter, que depuis 2000 ans, on voit des progrès de l'histoire de l'humanité, même dans des moments très noirs où on pensait que tout était foutu. Et Stéphane Hessel disait, on a connu
l'apartheid, la ségrégation et la fin de l'apartheid. On a connu la Deuxième Guerre mondiale et la fin de la Deuxième Guerre. On a connu le mur de Berlin et la fin du mur de Berlin. Il y a des systèmes qui étaient totalement inhumains. On avait l'impression qu'ils étaient là pour toujours. Et des hommes et des femmes se sont levés. Souvent, ce n'est pas les grands chefs. Le mur de Berlin, ce n'est pas les présidents de la République et les chanceliers qui l'ont décidé. C'est des hommes et des femmes qui étaient dans la rue. Et en quelques semaines, ils ont fait tomber le mur de Berlin. Et là, si on est des millions à penser que ce système nous amène à la catastrophe, le mélange de la crise sociale, de la crise sanitaire, de la crise écologique, de la crise démocratique. Je ne sais pas qui parlait de défiance, c'est peut-être Saïd tout à l'heure qui disait que l'incapacité des politiques nourrit la défiance vis-à-vis des politiques. Ce mélange de crises peut être suicidaire pour notre humanité. Et donc, comme on est des millions à le comprendre et des millions à ne pas se résigner, parce qu'on a quand même envie d'être heureux, il y a un droit au bonheur malgré la crise, on a le droit de vouloir vivre heureux pour nous et pour nos proches. Donc, voilà, l'histoire de l'humanité montre que parfois on est tout proche de la catastrophe et que des hommes et des femmes se lèvent. Au début, ils sont peut-être que quelques-uns, et puis ils redonnent du courage aux copains, et ils sont assez nombreux pour éviter la catastrophe. On est dans un moment de basculement, on est très nombreux à le comprendre, et je pense que voilà, le but de mon action, c'est de dire, allez, on se rassemble les amis, on a quelques semaines pour faire bouger les choses. Et merci d'ailleurs à tous ceux qui continuent à nous suivre au fil des directs. Je rappelle, on est en liaison avec Pierre Larouturou, eurodéputé, rapporteur général du budget, qui a entamé une grève de la faim il y a 4 jours pour faire pression, pour que passe la taxe sur les transactions financières. Toujours la possibilité d'interpeller vos chefs de gouvernement en allant sur le site taxonlaspéculation.eu. Et voilà, merci pour vos partages, pour vos messages. Le message qui arrive, eh bien, je pense qu'il va être interpellant, il va être aussi sans doute inspirant. C'est Pauline Chauvier qu'on accueille à présent. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Pauline, vous êtes psychologue à l'hôpital Saint-Luc à Bruxelles, dans l'unité Covid, c'est-à-dire au plus près des patients et du personnel soignant. Alors Pauline, à la fois pourquoi vous aviez envie de nous rejoindre ce soir dans ce direct, pourquoi ça avait du sens pour vous, et puis revenir bien entendu sur votre vécu, votre expérience de terrain depuis plusieurs mois. Oui, et donc je précise juste que donc, je soutiens les équipes Covid. J'ai travaillé en service Covid pendant la première vague. Ici, je travaille en gériatrie dans un service classique. Alors, si j'ai accepté l'invitation, c'est parce qu'il était question du financement des soins de santé et de partager mon expérience de terrain. Et que je pense que c'est important d'avoir des témoignages du terrain. Au niveau politique, je n'ai pas beaucoup de connaissances et d'implications, mais voilà, je suis toujours prête à partager mon expérience du terrain. Est-ce que vous pouvez justement revenir sur cette expérience de terrain depuis quelques mois? Qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce qui vous marque? Alors, depuis quelques mois, évidemment, je ne vous apprends rien, on est sous tension à l'hôpital parce qu'on est dans une crise, évidemment, avec beaucoup plus de patients que d'habitude à soigner, avec des soins intensifs aussi qui sont remplis. Et je pense que ça vient souligner évidemment une problématique plus large de la capacité des hôpitaux à assumer des patients et aussi de la souffrance des soignants au niveau des financements et aussi de leur valorisation. Je pense qu'au-delà du financement, il y a aussi la valorisation de leur travail qui n'est pas assez là. Et donc ça rejoint peut-être aussi le message plus politique pour faire le lien avec Pierre, donc eurodéputé. Si vous aviez un message à adresser aux dirigeants européens et peut-être aussi une interpellation ici à Pierre, ce serait quoi? Eh bien, ce serait justement que les soins de santé, les soignants, ils ont l'habitude de faire le mieux qu'ils peuvent pour soigner les patients, s'occuper des familles. Mais à un moment donné, on ne peut pas toujours faire mieux et plus avec peu de moyens ou avec moins de moyens. Et donc, ce que je remarque très fort avec cette crise du Covid, c'est énormément d'entraide. Les soignants s'entraident pour essayer de faire du mieux qu'ils peuvent. Eh bien, je pense que les politiques, elles doivent aussi se baser sur l'entraide entre les différents milieux et que donc au niveau financier aussi, si tout le monde pouvait y mettre un peu du sien, on pourrait mieux répartir les ressources. Pierre, pour réagir au témoignage de Pauline? Complètement d'accord. Ces valeurs d'entraide, de partage, c'est des valeurs clés qu'on vit au quotidien. Des millions de gens continuent à croire à l'entraide, que ce soit
dans un milieu hospitalier parce qu'on a le bazar et qu'il y a une qui est orthopédiste et elle va l'aider au Covid, alors qu'en principe, son métier, c'est d'opérer le poignet ou autre chose. Mais elle se dit, voilà, l'urgence, c'est d'aller aider ceux qui sont au premier front sur le Covid. L'entraide, c'est aussi chez les agriculteurs. Quand il y a une récolte à faire, ben, on va s'aider. Voilà. Et je pense que c'est une valeur qu'on ait des millions à avoir spontanément. Hélas, le système économique nous pousse souvent à être en concurrence, au lieu d'être dans les valeurs d'entraide. Et puis, il faut l'organiser. Voilà. Les impôts, c'est quand même depuis un siècle ou 2 siècles, on sait que spontanément, les plus riches ne vont pas donner un tiers de leurs revenus et que donc la justice fiscale est nécessaire pour payer les services publics, pour payer la santé, pour payer l'éducation, pour payer la police, pour payer la justice, pour que tous ces services publics fondamentaux travaillent dans des bonnes conditions. Si on a un maximum de burn-out, là, je sais déjà la première vague du Covid a été très dure. Je ne sais vraiment pas comment font les infirmières, les médecins, les aides-soignants pour tenir la deuxième vague. Et il faut absolument qu'on leur donne plus de moyens et qu'ils soient effectivement valorisés financièrement et hors financièrement et qu'on leur donne plus de moyens pour agir. Et moi, j'en ai marre un peu du double discours. J'étais dans le secteur privé avant de faire de la politique. J'étais pendant 11 ans dans un grand cabinet de conseil, Arthur Andersen, qui est devenu Andersen Consulting. Et ce qui m'énerve, c'est que dans le secteur privé, là, on me dit qu'un patron est audacieux s'il a un grand plan d'investissement et qu'il a mis des milliards sur la table parce qu'il a un grand plan d'investissement et qu'il va transformer son entreprise. Et souvent, il a raison, il le fait. Il met des milliards d'investissement et il réussit. Donc, dans le secteur privé, le fait d'avoir un gros plan d'investissement, c'est la preuve que vous êtes un ou une patron courageuse. Par contre, dans le secteur public, on nous ressent depuis 20 ans qu'il faut faire mieux avec moins, mieux avec moins, mieux avec moins. Donc, je suis d'accord pour dire qu'il y a des endroits où on peut faire des économies. Quand on est passé de la machine à taper à l'ordinateur, on peut effectivement faire des économies en disant on aura besoin de moins de greffiers. Voilà. Si c'est parce que voilà. Mais faire mieux avec moins, quand on est aide-soignant, quand on est psychologue, quand on est médecin, non. Ma maman, je l'ai raconté le jour avant-hier, j'étais devant la manif devant le Conseil européen avec des personnels soignants. Et je dis que je l'ai vécu il y a 31 ans. Ma maman était à l'hôpital et elle est morte d'un cancer. Et déjà, il y a 31 ans, les infirmières travaillaient dans des conditions très, très pénibles. Moi, j'avais la chance, j'avais fini mes études, je pouvais être en permanence auprès de maman. Mais sinon, les infirmières disaient déjà, c'est de la folie. On n'est qu'une infirmière pour 2 étages. Voilà. Donc, s'il y a un malade qui souffre, qui a besoin qu'on l'aide, qu'on le rassure, qu'on change ses draps, qu'on lui donne un peu d'eau, qu'on le tord. Voilà. Déjà, les infirmières disaient, mais c'est pénible. On a choisi ce métier parce qu'on veut être attentif aux gens. On a une compétence technique, mais on veut aussi être attentif aux gens. Et déjà, il y a 30 ans, les infirmières disaient on n'est pas dans les conditions possibles, on n'est pas dans les bonnes conditions. Et déjà, des médecins faisaient des erreurs médicales parce qu'ils avaient trop de choses à faire, qu'ils passaient d'un malade à l'autre et qu'ils se trompaient. Voilà, c'était il y a 30 ans. Et donc, la logique libérale, encore une fois, je ne suis pas un gauchiste. Je pense que l'économie, c'est bien si l'économie fonctionne, mais ce n'est pas l'économie qui doit nous dicter le cap. Ça ne me gêne pas qu'il y ait des banquiers, mais les banquiers peuvent participer à l'effort commun. Donc, la logique, déjà, il y a 30 ans, l'hôpital en France et ailleurs souffrait, les médecins et les infirmières disaient on n'arrive pas à faire le job qu'on voudrait, on fait du bon boulot, on a des systèmes hospitaliers à 30 ans qui marchaient à peu près bien, mais déjà humainement c'était pénible et on aurait pu avoir des soins meilleurs. Et au bout de 30 ans de coups de rabot, déjà il y a 1 an en France, il y a 18 mois, il y avait des services d'urgence qui se mettaient en grève, ils n'arrêtaient pas, ils se mettaient des bandeaux, mais déjà ils disaient c'est plus possible, juste c'est plus possible. Est-ce que vous voulez qu'il y ait autant de suicides chez les médecins ou chez les infirmières que chez les paysans? Est-ce que c'est la logique libérale? Chez les paysans, il y a quasiment tous les jours un paysan qui se suicide en France. Voilà, c'est la logique libérale. On pousse les coûts, les paysans travaillent de plus en plus et gagnent moins bien leur vie. C'est la logique libérale du fonctionnement des marchés agricoles, celle qu'on dénonce avec Benoît et avec d'autres. Et voilà, donc il faut absolument refuser. On n'est pas des gauchistes, c'est au nom de la dignité humaine, ce n'est pas pour une théorie économique, c'est au nom de la dignité humaine qu'on pense que les services de santé doivent avoir les moyens, que l'éducation doit avoir les moyens, que la police, que la justice doivent avoir les moyens, que le climat doit avoir les moyens. Et que c'est normal, encore une fois, on ne va pas tuer les banquiers, on ne va pas tuer les traders, mais leur demander 0,1% d'aide, Benoît l'a rappelé. Même les gens les plus pauvres, même ceux qui vivent avec 800 € par mois, ils doivent payer de la TVA quand ils mangent. Ils doivent payer des impôts, voilà. Donc, c'est normal de participer au financement. Et aujourd'hui, les marchés financiers, c'est 0,0. C'est juste scandaleux. Il faut que nos dirigeants le comprennent et qu'ils aient un tout petit peu de courage. Voilà. Il faut qu'ils choisissent. Et à un moment, il faut choisir. Est-ce que M. Macron est au service des banquiers ou est-ce qu'il est au service du bien commun? Est-ce que l'Europe est au service des traders et des financiers ou est-ce que l'Europe veut préparer l'avenir de l'humanité? C'est des questions toutes bêtes. Et derrière, les réponses, techniquement, elles sont prêtes. Il y a des gens qui ont préparé les réponses techniquement, mais c'est d'abord une question de dignité et de valeur. Et vous dites, Pauline, je pense que la grosse difficulté pour tout ce personnel soignant, c'est précisément l'absence de perspective. J'ai une question ici qui nous arrive d'Anne-Sophie. On a la sensation que tout est négatif. Face à cela, quels conseils donnez-vous pour tenir le coup sur la durée? Et puis Pierre aussi, il devra tenir le coup sur la durée.
Oui, alors moi, mon conseil pour tenir sur la durée, c'est justement de se donner quand même des petites perspectives, de petits moments de plaisir. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres interviews, je pense que c'est vraiment important de pouvoir cultiver des petits interstices comme ça où on profite d'une petite discussion à distance, d'un petit moment de détente où on va s'aérer, etc. C'est vraiment le principe de recharger un peu ses batteries pour pouvoir tenir sur le long terme. Merci beaucoup, Pauline. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et c'était un plaisir de discuter avec vous, comme avec tous les invités ce soir. Pierre, merci aux médias partenaires qui continuent à diffuser ces directs. On se retrouve demain à 18h avec Gaël Giraud, Bruno Coleman et d'autres invités encore. Merci, Pauline. Pierre, un petit mot de la fin avant de se retrouver demain. C'était vraiment un plaisir à nouveau de discuter ensemble et avec ces invités et avec les internautes qui nous suivent aussi, qui partagent leurs réflexions dans ce nouveau direct. Pierre. Donc, j'ai déjà été trop bavard, je m'en excuse. Ce serait bien qu'on laisse plus la parole à ceux et celles qui sont de l'autre côté de l'écran, entre guillemets. Donc, on se retrouve demain à 18h, tu l'as dit. On se retrouve lundi aussi avec Nicolas Hulot, Edgar Morin et des activistes du climat, Camille Etienne et d'autres. Voilà, chacun de vous, demain, si vous avez du temps pour vous, vous avez le temps de prendre le petit déjeuner comme vous voulez. Mais vraiment, que chacun se dise tous les jours, j'appelle 3 personnes pour leur dire quel est le combat qui se passe au niveau européen, pour prendre de leurs nouvelles. Mais je pense aussi que ça peut donner de l'espoir. Je reçois des mots super chaleureux et notre équipe reçoit des mots super sympas en disant vous nous redonnez de l'espoir, ça montre qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, c'est super de voir des gens qui se battent pour nos valeurs. Donc, vous ne serez pas ridicule. Prenez quelques minutes pour appeler des amis en disant est-ce que tu as vu la vidéo qu'il a mise sur Twitter, est-ce que tu as diffusé sur Facebook. Voilà, chacun de nous, même si je parle trop vite, même si vous n'avez peut-être pas tout compris de ce que je raconte, parce que je parle beaucoup trop vite, je suis trop techno, mais si vous êtes d'accord au moins à 90%, comme on dit ici, à 90%, comme on dit dans mon coin des Pyrénées, vraiment, donnez-nous un coup de main. Chaque jour, vous faites un effort pour que cette campagne progresse. On se retrouve demain et on continue le combat. Et puis Pierre, c'est pour ça aussi qu'on se retrouve tous les soirs, c'est pour comprendre de mieux en mieux tous les enjeux qui se cachent derrière cet acte sur les transactions financières. Un tout grand merci de nous avoir suivis une nouvelle fois. À demain donc, 18h, et un grand merci à l'équipe technique, la Régie TV. On vous salue. À demain. Au revoir.